Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans une idée assez fascinante, une idée qui pourrait bien changer notre regard sur la technologie. On va parler de l'ordre féodal numérique. Oui, féodal. On va voir ensemble ce que ce parallèle historique et philosophique nous dit sur notre monde d'aujourd'hui. Et pour planter le décor, écoutez bien cette phrase, elle est assez percutante. Du roi au code, comment l'économie numérique recrée la servitude sous une apparence de liberté. C'est une affirmation forte, n'est-ce pas ? Et c'est justement cette idée qui va être notre fil rouge tout au long de cette analyse. Alors comment on va décortiquer tout ça ? C'est simple, on va commencer par l'analogie féodale elle-même, puis on identifiera les nouveaux seigneurs du numérique, on parlera ensuite du tribut qu'on leur paye, le tribut des données, puis de la loi qui régit tout ça, la fameuse loi du code, et on terminera bien sûr en se demandant comment on pourrait repenser ce système. Allez, on attaque. Première partie, l'analogie féodale ou le fantôme du passé. C'est là qu'on va poser les fondations de notre réflexion. Est-ce que notre présent numérique ressemble vraiment à une époque qu'on croyait révolue ? Regardez bien ce tableau. Le parallèle est assez bluffant quand on y pense. Hier, on avait le fief, avec son seigneur, sa terre, ses serfs qui payaient un tribut, et le droit seigneurial qui régissait tout. Et aujourd'hui ? Eh bien, on a la plateforme, avec son PDG, son infrastructure qui est la terre numérique, ses utilisateurs et les données qui sont notre tribut. Et à la place du droit seigneurial, on a les conditions d'utilisation. La structure de dépendance, elle, est incroyablement similaire. Du coup, ça nous amène forcément à la grande question, celle qui est au cœur de tout, notre vie numérique, est-ce que ce ne serait pas finalement une nouvelle forme de féodalité ? C'est une question un peu folle, mais on va essayer d'y voir plus clair. Bon, maintenant qu'on a posé l'analogie, passons à la deuxième partie. Qui sont ces nouveaux seigneurs numériques ? Et c'est quoi exactement leur fief digital ? Eh bien les voilà, on les connaît tous, n'est-ce pas ? Google qui détient le fief du savoir, Amazon, le royaume du commerce, Meta, bien sûr, l'empire du social, et Apple, le gardien de l'accès à tout ça. En fait, chacun d'eux contrôle une terre numérique qui est devenue absolument essentielle à nos vies, des territoires dont il est presque impossible de s'échapper. Alors il y a un mot pour ça, le techno-féodalisme. L'idée, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un marché classique, on est dans des environnements totalement contrôlés par ces seigneurs du cloud, et la valeur, elle n'est plus créée par la concurrence. Non, elle est extraite, tout simplement parce qu'ils possèdent l'infrastructure, ils possèdent la terre numérique. Et comment ce pouvoir se maintient-il ? C'est ça la question clé. Eh bien, c'est grâce à deux mécanismes super puissants. D'abord, les effets de réseau. Plus il y a de monde sur une plateforme, plus elle devient indispensable, ce qui attire encore plus de monde. C'est un cercle vertueux pour eux. Et ensuite, les coûts de changement qui sont énormes. Essayer de quitter une plateforme, on perd ses contacts, ses photos, son historique. C'est un véritable enfermement. Et c'est ça qui crée cette dépendance structurelle. Tout ça nous amène logiquement à notre troisième point, le tribut des données. Si les plateformes sont les fiefs, alors nous, les utilisateurs, qui sommes-nous dans cette histoire ? Des clients ? Ou peut-être autre chose ? C'est là qu'un concept clé entre en jeu, le capitalisme de surveillance. C'est un modèle économique assez particulier. On ne nous vend pas juste un service, non. Ce qui se passe, c'est que chaque clic, chaque like, chaque seconde passée en ligne est transformée en données. Des données comportementales gratuites qui servent ensuite à prédire et même à influencer nos actions. En gros, notre expérience humaine devient la matière première de ce système. Et cette matière première, elle vaut de l'or. Regardez ce chiffre, c'est juste hallucinant. Plus de 100 milliards de dollars. C'est ce que les utilisateurs de Facebook, par exemple, génèrent chaque année. Simplement en utilisant la plateforme, en fournissant leurs données. C'est un travail non rémunéré. C'est ça, le tribut des temps modernes. On peut même aller encore plus loin et parler de colonialisme des données. Et ce n'est pas juste une image, c'est l'idée que cette extraction de l'expérience humaine, c'est en fait la suite logique du colonialisme historique. Sauf que la ressource n'est plus la terre ou les minerais, c'est nous, c'est notre vie, nos émotions, nos relations. Et ce graphique, il est très parlant sur la dimension géopolitique de tout ça. Regardez juste l'écart. En Europe, 96% des pays ont une loi de protection des données. Dans les pays les moins avancés, à peine 43%. Ça montre bien comment ce nouveau colonialisme, en fait, ne fait que renforcer les vieilles inégalités mondiales. C'est flagrant. On en arrive à la quatrième partie, la question de la loi, des règles. Comment est-ce qu'on est gouverné dans ces fiefs numériques ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi du code, une sorte de justice privée. Et là encore, le contraste est saisissant. D'un côté, les droits d'un citoyen dans une démocratie, liberté d'expression, procès équitable, vie privée. De l'autre, les droits d'un utilisateur sur une plateforme, un pouvoir totalement discrétionnaire de la plateforme, la possibilité d'être supprimé sans préavis et une surveillance permanente qu'on a acceptée en cochant une case. L'utilisateur n'est clairement pas un citoyen. En droit, ça porte un nom, un contrat d'adhésion. Le terme est parfait, non ? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à prendre ou à laisser.
On n'a absolument aucun pouvoir de négociation. Ce n'est pas un accord entre égaux, c'est juste la formalisation d'un rapport de force. On se soumet, c'est tout. Et la conséquence la plus visible, la plus brutale de cette justice privée, c'est le déplatformage, l'exil numérique. Ce chiffre est un record historique, 164 tentatives juste en 2024. C'est l'équivalent moderne du bannissement. Sauf que la sentence est prononcée par une entreprise privée, sans aucun recours démocratique possible. Et même quand on pense donner notre consentement, l'idée est complètement biaisée. Regardez ça, 97% des sites les plus populaires en Europe utilisent ce qu'on appelle des dark patterns. Ce sont des designs, des interfaces conçues exprès pour nous tromper, pour nous manipuler et nous pousser à partager plus de données qu'on ne le voudrait. Finalement, le consentement n'est plus qu'une mise en scène. Bon, le constat est assez sombre. Alors que fait-on? Est-ce qu'on est condamné? Pas forcément. C'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie, comment on peut commencer à repenser le système et peut-être avancer vers une véritable souveraineté numérique. Alors, il n'y a pas de baguette magique, évidemment, mais on peut imaginer 3 grandes pistes d'action. D'abord, la voie légale. Il faut des régulations beaucoup plus fortes. Ensuite, la voie économique. Il faut créer et soutenir des modèles alternatifs. Et enfin, la voie technique. Pourquoi ne pas construire nos propres infrastructures publiques numériques? Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie, attention, il y a déjà des choses qui se passent. En Europe, on a les fameuses lois DSA et DMA qui essaient de remettre un peu d'ordre. On voit naître des coopératives de plateformes comme Airbnb. L'Estonie, par exemple, a carrément développé sa propre infrastructure publique, X-Road. Il y a aussi l'idée des fiducies de données. Bref, des solutions sont en train de se construire. Mais avant d'appliquer n'importe quelle solution, il y a une première étape, peut-être la plus importante, et elle est très bien résumée ici. Le défi fondamental reste de rendre visibles les systèmes invisibles, tout simplement. Comprendre comment tout ça fonctionne, c'est la condition sine qua non pour espérer le changer un jour. Et donc, on va terminer là-dessus sur cette question qui reste totalement ouverte. Servitude ou souveraineté numérique, quel futur choisissons-nous collectivement? Parce qu'au fond, la technologie, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix de société. Et peut-être que la première étape pour agir, c'est simplement de prendre conscience de tout ça. Merci beaucoup.